Maître Askani Moussa, docteur en droit, il est également avocat ici à Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, la reprise des cours a été scrutée ce matin, aujourd'hui, en pleine opération Omboshu, une opération qui est plutôt, qui n'est pas comme ce qu'on imaginait, en tout cas ce qu'imaginaient les Mahorais. Il y a eu quelques grains de sable selon la vision des Mahorais de la chose. Et donc, on voudrait voir avec vous, en tant que juriste, justement, comprendre à travers le regard d'un juriste pourquoi et comment la justice a permis la suspension de cette opération en partie, une opération d'une grande envergure portée par un ministère, celui de l'Intérieur, et qui a mis beaucoup d'investissements matériels et humains. Alors, est-ce que d'abord, c'est vrai, comme disent certains élus, que s'il y a un frein aujourd'hui, c'est parce que les autres ministères, tels que la justice, justement, l'éducation, la santé, etc., n'ont pas réellement été associés à l'opération? En tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes, effectivement, qui s'expriment sur le terrain. Et ce qui est quand même assez frappant, c'est que vous avez deux réalités qui s'affrontent dans cette situation. Vous avez la première, un échec jusqu'à là, un échec total de cette opération parce que les objectifs annoncés ou préannoncés pour la mise en œuvre de cette opération, on est encore vraiment très éloigné du compte. Les destructions des cases, les reconduites aux frontières, jusqu'à là, on n'en est pas là. Et effectivement, au bout du premier jour du début des opérations, nous avons une décision de justice qui est tombée et qui défraie beaucoup la chronique judiciaire dans le cadre de cette opération. Et les gens ne comprennent pas, effectivement. Les gens ne comprennent pas parce que, pour ma part, si vous voulez, j'ai du mal à comprendre l'immixtion des deux ordres de juridiction dans ce même litige. Vous avez d'un côté le juge judiciaire qui a stoppé l'opération, mais dans le même temps, vous avez aussi le tribunal administratif qui est saisi dans le cadre des arrêtés préfectoraux qui ont été pris pour mener ces opérations sur le fondement de la loi Elan, son article 197 de cette loi. Et pour le moins que l'on puisse dire, effectivement, tel que vous l'avez rappelé tout à l'heure, pourquoi, avec tant d'investissements, se trouver face à un tel blocage? Donc, cela interroge beaucoup. Alors, je disais qu'il y avait deux réalités qui s'affrontent. La deuxième réalité, c'est la manifestation de la population à travers, vous savez, toutes les manifs organisés par-ci, par-là, ici à Mayotte. On en voit aussi du côté des Outre-mer, notamment chez les voisins réunionnais, à Métropole, dans certaines villes, des manifestations qui s'organisent. Le tout, c'est pour envoyer un message fort au gouvernement que c'est ce que veut la population de Mayotte. Donc, il me semble que ce message-là est très clair et le gouvernement n'a pas le droit d'échouer dans cette opération. Alors, vous dites donc tribunal judiciaire, tribunal administratif, donc une affaire de justice ici. Justement, on ne comprend pas aussi le fait que toute l'année, il y a eu des opérations de ce genre, en tout cas dans le cadre de la loi Elan, qui se sont déroulées sans trop de problèmes. C'est tout le problème, M. Rakotondravou. La difficulté, à mon sens, en tout cas, en tant que juriste, c'est comme ça que je le perçois. Ce qui m'étonne, moi, c'est que le juge judiciaire a inventé un critère pour fonder sa compétence. Donc, comme vous le dites, on a du mal à comprendre à partir du moment où cette loi a été adoptée. Et c'est une loi qui habilite le préfet présent ici sur le territoire. Il faut quand même rappeler que ce préfet, il a quand même le statut de délégué du gouvernement. Il n'y a pas forcément besoin de faire un rappel parce que, naturellement, le préfet, c'est pour ça qu'il est désigné. Anciennement, c'était le représentant de l'État dans un département. Ça peut être aussi dans une région. Donc, quand il est là pour agir. Il est nommé dans le cadre d'une décision prise par le ministre de l'Intérieur. C'est son ministère de tutelle et il est là pour porter le message du gouvernement et agir au nom du gouvernement pour assurer le maintien de l'ordre. Donc, c'est quand même assez surprenant que dès le début de l'opération, il n'a même pas commencé. Cette opération n'a même pas commencé. Nous avons un arrêt total parce qu'une décision de justice est tombée. Alors moi, ce qui me surprend dans ces décisions, si vous voulez, c'est vrai que c'est une affaire en cours et c'est là aussi un point qui est quand même assez surprenant. Vous avez
dans ces décisions le critère de la théorie de la voie de fait. Qu'est-ce que ça veut dire, la voie de fait? La voie de fait, c'est une atteinte manifeste et portée au droit de propriété. Mais la question qui se pose, qui est propriétaire de quoi, plus exactement, dans le cadre de cette opération? Il me semble que vous avez un ou des terrains qui sont squattés. Généralement, ce sont des terrains de la collectivité départementale, donc du département. À défaut, ça peut être des terrains des particuliers, mais il est vrai que le silence des propriétaires de ces terrains-là, dans le cadre de cette opération, ce silence-là est quand même assez surprenant. En tout cas, ça interroge. Donc, cette décision est venue protéger quelque chose qui ne devait pas être protégé. Tout simplement, vous avez des squatteurs, donc des gens qui se sont appropriés des terrains qui ne leur appartiennent pas, et la justice est venue dire que ces gens-là ne doivent pas être expulsés. Donc, il est quand même assez surprenant de comprendre cela. Donc, si la population de Mayotte estime quelque part que cette justice à Mayotte, elle est parfois injuste, je pense que cela aussi mérite d'être compris parce que systématiquement, vous avez un défilé dans ce même tribunal judiciaire des personnes qui sont bel et bien propriétaires de terrain, mais qui n'ont pas le droit de construire sans permis de construire. Donc, si ils font des constructions sans permis, ils sont souvent convoqués devant ce tribunal pour être sanctionnés. Donc, vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, vous avez des propriétaires qui font des constructions sans permis, qui se trouvent sanctionnés. De l'autre, vous avez des squatteurs, déjà qui débarquent illégalement sur le territoire, qui ne sont pas expulsés et qui s'approprient des terrains d'autrui et qui se trouvent confortés dans cette insécurité. Donc, cette situation d'injustice, elle est quand même assez surprenante, pour le moins que l'on puisse dire. Alors justement, si par exemple, le propriétaire de ces terrains, mairie, département particulier, amener l'affaire devant la justice et c'est une décision de justice ensuite qui sera, amenée à être... Tout à fait, mais... est-ce que ça n'aurait pas facilité cette opération Wambushu? Oui, la réponse est oui. Mais pour aller peut-être plus loin dans cette explication, j'ai eu l'occasion de dire dans vos éditions précédentes que je trouve assez dommage que le gouvernement n'a pas décrété l'état d'urgence pour mener cette opération. Parce que tel que ça a été annoncé depuis la métropole, c'est quand même une opération d'envergure. Donc ça veut dire que c'est une opération d'exception. À une situation d'exception, il faut des moyens exceptionnels. Les moyens, on voit effectivement la présence de tout un effectif militaire sur place, mais il est vrai que les conditions juridiques n'ont pas été assurées suffisamment. Donc, le dispositif de la loi Elan, qui est quand même l'outil juridique utilisé pour mener cette opération, il m'apparaît nettement insuffisant, ce dispositif-là, parce que il ne dégage pas la puissance nécessaire pour mener cette opération avec beaucoup de gigas, si vous me permettez l'expression. Donc, c'est ce qui explique aujourd'hui, dès le commencement, on est confronté à l'arrêt. Mais ce qui est encore beaucoup plus surprenant dans tout ça, c'est que dans un conflit, vous ne pouvez pas avoir deux tribunaux qui se prononcent dans le même temps. Vous avez soit le tribunal judiciaire qui gère ce dossier, ou bien le tribunal administratif. Donc aujourd'hui, vous avez le tribunal judiciaire qui a rendu une première décision. Si j'ai bien compris, c'est une décision qui est frappée d'appel. Donc on attend l'issue de cet appel qui tarde à venir. Et de l'autre côté, vous avez aussi des arrêtés préfectoraux qui sont attaqués devant le tribunal administratif. D'ailleurs, dans ce sens, il y a eu une communication de la préfecture disant que, et on attendait à ce qu'il y ait une reprise des opérations. Est-ce qu'on voit de reprise d'opérations? On ne voit rien du tout. Donc c'est quand même, ça interroge, ce sujet-là, ça interroge beaucoup. Alors justement, tout ce contexte-là a amené le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine. Il est, rappelons-le, aussi avocat de profession. Il a dénoncé dans un communiqué un harcèlement judiciaire orchestré par des associations droits de l'homiste, je cite, main dans la main avec des magistrats partisans. Il visait ici le syndicat de la magistrature. Est-ce qu'il est normal que des magistrats soient syndiqués? Est-ce que ça c'est normal? Est-ce que les magistrats ont un droit syndical comme pour les autres professions? La magistrature est une profession comme une autre. Moi, je suis avocat, il y a des syndicats d'avocats, on choisit de syndiquer, d'appartenir à telle ou telle organisation syndicale. C'est aussi la règle pour les magistrats. C'est une liberté qui est reconnue par la loi, qui est protégée par la Constitution. La police, pareil. Voilà, donc il est libre à chacun de choisir un syndicat pour défendre ses droits professionnels, si vous voulez. Donc,
Le souci, il est pas là. Il est pas là. Même, j'ai même vu un communiqué du CSM, du Conseil supérieur de la magistrature, apporter non pas un soutien direct à cette magistrate, à Madame la Présidente Vanier, qui a rendu la décision, mais pour rappeler les principes fondamentaux de l'État de droit que, en démocratie, en l'occurrence en France, il y a un principe de séparation du pouvoir. Vous avez le pouvoir législatif, c'est celui qui édicte les lois. Vous avez le pouvoir exécutif, donc c'est le pouvoir qui exécute les lois, et vous avez le pouvoir judiciaire qui veille un peu, si vous voulez, à la bonne application des lois, des règles. Donc, un magistrat qui rend une décision, il assure son indépendance pour rendre ses décisions. Mais il est vrai que dans un climat aussi tendu, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure lorsque vous disiez que comment se fait-il que cette opération est menée par un seul ministère, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur. Donc on voit cette espèce de cacophonie qui règne au sein du gouvernement, donc qui génère aussi un flou au niveau de la communication. On n'a pas compris effectivement pourquoi en amont il n'y a pas eu suffisamment de préparation pour tout simplement mener cette opération dans de très bonnes conditions. Qu'est-ce que ça veut dire mener l'opération dans de bonnes conditions? C'est prendre le temps de la concertation. L'État dispose de plusieurs services diversifiés, les services de la justice, le service de la police, le service qui assure le maintien de l'ordre. Donc, c'est la police et la gendarmerie ici à Mayotte. Et on n'a pas compris le jour même du lancement de cette opération qu'on soit confronté à un blocage. C'est pour ça que moi j'avais dit au passage que si on avait décrété l'état d'urgence, on aura paralysé, si vous voulez, le système de droit commun pour permettre cette situation d'exception d'être débutée par un point zéro et d'être menée jusqu'à son terme, avec la possibilité que si la crise n'était pas résolue dans ce créneau qui avait été fixé au préalable, le Parlement se serait invité dans le débat pour prolonger l'état d'urgence. Mais une situation de crise demande des moyens d'exception. Et c'est dommage qu'on soit passé à côté de cela. Et ça explique l'échec de cette opération. Parce que dans l'échec de cette opération, vous avez, je pense que vous avez fait allusion tout à l'heure, le Quai d'Orsay, donc le ministre des Affaires étrangères, qui jusqu'à là n'a pas dit grand-chose, si ce n'est la réponse adressée à la députée Estelle Youssoufa dans le cadre de questions posées au gouvernement. Mais toujours est-il que ces réponses-là ne satisfont pas du tout la population de Mayotte, qui est une population vraiment très inquiète. Est-ce qu'il y a une possibilité encore dans les semaines, dans les mois à venir, que justement, soit décrété l'état d'urgence? Bien sûr, il n'est pas trop tard pour bien faire. Il n'est pas trop tard. À partir du moment où, à la date d'aujourd'hui, le gouvernement se rend compte de la complexité de mener cette opération, il est toujours possible, parce que ça se décrète dans le cadre d'un conseil de ministres. Le président de la République, il peut convoquer un conseil de ministres à sa guise. Il faudrait dans ce cas que tous les ministères soient d'accord. Bien coordonnés, que l'opération soit visiblement certains élus doutent de cela. Mais ça relève du rôle du président de la République, monsieur Rakoton Dravola. Un ministre, c'est pas quelqu'un qui est élu. C'est quelqu'un qui peut être viré à tout moment par les personnes qui l'ont mis en place. Le président de la République est désigné dans le cadre d'un suffrage universel, donc il a la confiance de toute une nation. À partir de là, il nomme sa première ministre qui est chargée d'exécuter sa politique. Vous savez, le programme pour lequel il a été voté. Et lui, le président de la République et ou la première ministre désignent les membres du gouvernement. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour exécuter. Ils sont pas là pour désigner à leur guise. Ils sont là pour exécuter une politique définie et conduite par le chef du gouvernement. Donc, à partir du moment où il y a cette cacophonie qui règne au sein de l'équipe, les chefs en tirent les conséquences. Donc, soit effectivement, tel que ça a été annoncé, c'est une opération lancée uniquement à l'initiative du ministre de l'Intérieur parce que il semblerait qu'il a voulu tester ses capacités pour briguer Matignon, pour ses ambitions présidentielles futures. Si tel était le cas, je pense que c'est quand même assez risqué de prendre un tel risque vis-à-vis d'une population qui est en souffrance, vis-à-vis d'une population qui a maintes fois exprimé son désarroi pour avoir des solutions par rapport à cette insécurité qui gangrène le territoire, parce qu'il est vrai que personne n'est à l'abri, y compris les magistrats qui rendent des décisions qui sont souvent agressées ici à Mayotte. Donc, c'est une situation explosive pour tout le monde, d'où la nécessité de discuter avec les voisins, donc l'État comorien, mais aussi l'État a besoin de coordonner ses services en interne ici à Mayotte, dans les instances parisiennes, pour que cette opération soit un succès. Parce que si
Ça se solde par un échec. Il me semble que la diplomatie française aura reçu un sacré coup, mais aussi ça va être aussi très dangereux pour l'avenir de cette population qui est déjà encore une fois très inquiète. On ne le dira jamais assez. Alors, vous avez parlé donc de la diplomatie qui doit entrer en jeu. Le ministère des Affaires étrangères et le président de la République. Pourtant, on est sur un territoire français. Quand on évoque la diplomatie, c'est un problème entre deux États. Là, on est en train de régler un problème dans un département français. Est-ce que l'erreur du ministre de l'Intérieur n'était pas d'avoir considéré Mayotte justement comme un département comme les autres, un département quelconque, comme les autres départements de France? Non, je pense que la seule erreur qu'on peut lui imputer, c'est l'impréparation. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est une demande forte exprimée par la population, portée par les élus, même s'il est vrai qu'on a beaucoup dit que les élus n'étaient pas impliqués dans cette opération. Là, maintenant, on voit une forme d'union qui s'organise, même si ils veulent s'engager dans une opération, mais ils ne savent pas exactement quoi faire. Déjà, avoir exprimé cette unité-là, c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que ça permet de dissuader le gouvernement que la population de Mayotte, dans ses différentes composantes, est unie pour que cette opération soit un succès. Maintenant, quand on parle de la diplomatie, il est vrai que venu le temps de résoudre une bonne fois pour toutes ce conflit territorial entre la France et les Comores, dont Mayotte est l'objet, j'ai franchement du mal à comprendre que des gens illuminés, des gens intelligents, passent une quarantaine d'années, traversent carrément un siècle pour régler un problème territorial qui a du mal à être réglé. Mais ce qui est quand même assez inquiétant, si vous me le permettez, c'est que vous avez souvent ces dirigeants comoriens qui sont des Français comme vous et moi. Donc, ces dirigeants-là bénéficient de fonds exceptionnels, d'un montant très important de la part de la République française pour aider le développement. Donc, comment expliquer d'un côté des Français qui passent de l'autre côté pour gérer un pays indépendant et qui cherchent coûte que coûte à mettre en difficulté leur propre État? Parce que si ce sont des Français, ça veut dire que ce sont des gens qui cherchent à mettre en difficulté l'État français, qui font une forme de trahison quelque part. Il y a quelques temps, quelques semaines, quelques mois, on a vu un conflit d'envergure mondiale qui s'est passé aux Comores avec l'emprisonnement, le procès de l'ancien président comorien Sambi. Pour trahison. Reproché pour haute trahison. Qu'est-ce qu'une haute trahison? Une haute trahison, c'est une faute portée pour mettre à mal le fonctionnement d'un État. Donc, il a été poursuivi pour ça. Je pense qu'il est venu le temps non seulement de traquer ces responsables qui sont quelque part des Français aussi et qui mettent la France en difficulté et qui s'amusent à profiter pleinement de la vie des gens avec ces traversées maritimes qui sont quand même très meurtrières. Il est venu le temps de faire quelque chose par rapport à ça parce que si on ne fait rien du tout, encore une fois, le risque de guerre civile qui a souvent été évoqué, on n'en est pas très loin. Alors, après, la France est un État de droit où le droit s'applique. Merci à vous, Maître Askani Moussa, d'avoir été l'invité de Zakweli.